l'heure, je crois, d'ouvrir cette demi-journée d'études que je devais ouvrir primitivement avec Nathalie Nouguéred, mais qui est retenue, qui ne peut pas être avec nous, en tout cas à cette heure. Ça aurait été l'occasion pour nous de la féliciter de sa désignation comme directrice du Monde, plébiscitée par les journalistes, et de nous réjouir d'ailleurs que la directrice du Monde soit une personne aussi versée dans les questions internationales et stratégiques. Martine Jacot va la représenter, puisque cette demi-journée est organisée, maintenant c'est une tradition, en collaboration entre le Monde et la Fondation pour la recherche stratégique, pour accompagner la publication du bilan géostratégie, que chacun s'est procuré, j'en suis sûr, 2013, et qui est évidemment une mine d'informations. Il me semble que rarement l'actualité récente ou immédiate aura été aussi propice à cette parution, puisque de toute évidence, les questions de défense et de sécurité sont au premier plan de nos préoccupations, y compris du grand public. Il n'y a pas que le chômage. Par rapport au mois récent, à peine étions-nous sortis d'Afghanistan que nos troupes devaient repartir pour le Mali. Le printemps arabe, maintenant, avec un peu de recul, apparaît sous un bilan plus mitigé, et la situation en Syrie ne cesse de pourrir, de se détériorer. Sur le plan de la prolifération, la crise iranienne stagne, les négociations n'aboutissent à rien, et en Extrême-Orient, région du monde où probablement la potentialité de conflits et de conflits graves est le plus élevé, donne également quelques signes inquiétants, même si l'aventurisme nord-coréen ces derniers jours était principalement verbal. Donc c'est le moment en plus où la France s'apprête à publier un nouveau livre blanc, 5 ans après celui de 2008. La centralité de l'Asie, je suppose, il y a dans les panels de cet après-midi des gens qui sont plus au fait des dernières rédactions du livre blanc qui nous le diront, mais la centralité de l'Asie apparaissait déjà dans le livre blanc 2008, et je ne pense pas qu'elle soit infirmée dans celui qui va sortir donc dans quelques jours. Vu les tensions frontalières entre puissances, dont certaines avec les 3 puissances nucléaires qui peuvent s'affronter dans cette région du monde. Et tout ceci sur fond de crise des finances publiques en France, avec les enjeux évidemment qui vont peser sur la mise en œuvre d'un livre blanc. C'est un problème classique, bien sûr, qui se pose à chaque livre blanc. Le télescopage ou la conciliation avec la trajectoire budgétaire, mais cette fois-ci la contrainte, je crois, a changé plus que de degrés, peut-être même de nature. Et ceci aussi encore sur fond de crise d'identité européenne, qui est également un des facteurs sur lequel, au contraire, le livre blanc de 2008 essayait de dégager une note optimiste, dont on ne voit pas la raison d'être aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, il me semble qu'il faut féliciter le Monde pour mettre à la disposition du public une matière aussi riche, très bien illustrée de surcroît. Et je me réjouis aussi que les intervenants de cet après-midi autour des 2 thèmes du basculement stratégique et de l'ambition stratégique pour la France, qu'ils soient de la Fondation ou extérieurs, nous permettent d'éclairer ces enjeux, d'avoir des idées, comme l'écrivait la regrettée notre amie Thérèse Delpech dans un livre que d'ailleurs la Fondation va traduire sur la dissuasion. Les idées fausses peuvent avoir des conséquences très dangereuses, mais l'absence d'idées peut en avoir tout autant. Et donc il est très important de pouvoir, de ce point de vue-là, échanger et faire naître des idées. Merci à toutes et à tous, merci aux intervenants, merci à la Fondation, à Camille Grand et à tous les chercheurs pour cette participation. Et je donne tout de suite la parole à Martine Jacot pour le Monde. Merci Bruno. Je voudrais tout d'abord vous renouveler les excuses de Nathalie Nouguéred, qui a plus d'un titre, donc aurait aimé être présente. Nathalie Nouguéred, je ne résiste pas à la tentation de redire que c'est la première femme à diriger le journal.
Donc, je vais essayer de me faire son porte-parole pour vous dire d'abord et avant tout combien le monde se réjouit de ce 4e rendez-vous ensemble avec la Fondation pour la recherche stratégique. C'est un partenariat qui devient mature, qui s'enracine, et j'espère qu'il va se développer encore, autour donc du bilan géostratégie. 3e du nom. Les 2 premiers, donc, justement, avaient été dirigés par Nathalie et moi-même. L'an passé, nous n'avions pas pu sortir de bilan géostratégie, mais nous avions quand même organisé une après-midi de discussion autour, cette fois, de questions géostratégiques rassemblées dans le cahier géopolitique, donc hebdomadaire, du Monde. Me réjouir donc que tout ça continue entre nous, que nous continuions de discuter ensemble de ces problématiques. Vous dire aussi qu'on vit une époque formidable, passionnante en tout cas pour nous journalistes, mais pour vous aussi j'en suis sûre, une époque de mutation non seulement technologique, mais géostratégique passionnante que Bruno vient de décrire. Et alors, où se situe la France dans ce paysage à la veille donc de la parution d'un livre blanc tant attendu? Eh bien, tel est l'objet, tel est le thème des discussions cet après-midi. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole sans doute à Camille, le directeur de la Fondation stratégique, pour cette première table ronde qui sera animée non pas par Gilles Paris, qui est empêché lui aussi, mais par Jérôme Gautret, le blondinet là, le jeune blondinet à ma droite, qui est l'architecte et la cheville ouvrière de ce bilan géostratégie du monde 2013. Alors bonjour, donc je suis Jérôme Gautret du service international du journal et j'ai assuré la coordination et un petit peu l'architecture, mais collectivement, ça a été produit collectivement de ce bilan 2013 qui a pour particularité de succéder à une année où on n'avait pas fait de bilan, donc qui ramasse peut-être de manière un petit peu plus sur le long terme, on va dire, que les bilans précédents, l'actualité internationale. Le précédent bilan, celui de 2011, finalement paraissait au moment où les printemps arabes connaissaient une sorte de nouvelle phase, avec le début de la crise syrienne et de la crise libyenne aussi. C'est un bilan qui est construit en 3 grandes parties pour aller vite, qui sont dans les premières une sorte d'exposé des grandes crises qui agitent la planète, que ce soit des crises qui ont des effets de contagion dans des régions vastes, par exemple au premier chef évidemment le conflit syrien, mais aussi la crise malienne avec toutes les implications sahéliennes qu'on connaît et la crise afghano-pakistanaise, mais au-delà de ça, on a essayé de traiter tout du moins toute une série de conflits sur lesquels il est assez difficile dans un quotidien de faire le point de manière aussi ramassée et analytique, même si évidemment maintenant la publication entre autres du cahier géopolitique nous permet de pallier ce manque qu'on aurait dans un suivi d'actualité au quotidien. Ensuite, on a dans une deuxième partie, on essayait de distinguer les traits caractéristiques et les grandes modifications du jeu des grandes puissances, avec évidemment le duel américano-chinois, marqué par une année 2012 avec une élection présidentielle aux États-Unis et un nouveau chef d'État en Chine. Et dans la dernière partie, dont il sera plus amplement question dans cette table ronde, nous essayons de pointer les défis qui apparaissaient, mais aussi les grands basculements dont on peut être les témoins ou les observateurs. Que ce soit les basculements dans la façon d'envisager les conflits, dans les façons d'envisager les conflits militaires, que ce soit les basculements opérationnels, je pense par exemple aux drones, ou même aux nouvelles formes d'agression, par exemple les cyberattaques et tout ce qu'on peut en dire. Et puis nous essayons aussi de montrer tout ce dont pouvaient être porteurs les grands changements, en particulier sur la scène énergétique.
ce qui aura des implications sans doute très très importantes dans les relations internationales durant les prochaines années. Alors je vais passer la parole dans un premier temps à François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup. Et on est, je crois tous ici, à la fois passionnés par ce qui est en train de se passer, et embarrassés par le timing, parce qu'effectivement, on est au milieu du gué s'agissant du livre blanc. On est quelques-uns à être impliqués dans cet exercice ou autour de cet exercice. Mais justement, c'est peut-être aussi un bon moment pour parler, pour se lâcher aussi peut-être un petit peu, précisément parce que personne n'est encore tenu par un texte qui n'existe pas encore. Ça facilite aussi à certains égards les choses. Moi, ce que je voudrais faire là, dans les minutes qui viennent, c'est de regarder effectivement les ruptures ou les grandes évolutions qui ont pu se produire depuis le précédent livre blanc, 2008. Je vais vraiment prendre cet horizon temporel. J'allais dire en termes géostratégiques, États-Unis, Europe, Moyen-Orient, et puis aussi une petite interrogation, peut-être en conclusion, et sur la façon dont toutes les forces qui sont à l'œuvre pourraient ou non se traduire par un changement de règles du jeu international. Je m'expliquerai sur ce que je viens de dire de façon un peu amphigorique. Lorsque le livre blanc est sorti en 2008, on a inventé cette catégorie un peu curieuse, mais en fait très opératoire, de rupture stratégique. Pas la surprise stratégique, ça existe depuis longtemps, mais la rupture stratégique, c'est-à-dire un événement ou un ensemble d'événements qui changent la façon dont on est obligé de penser la situation stratégique. Et on a été très bien servi, si j'ose dire, puisque dans les semaines qui ont suivi la sortie du livre blanc, il y a eu le déferlement de la grande crise financière mondiale de 2008-2009. Avec toute une série de conséquences en cascade au plan géostratégique. Et on a eu aussi, ça a été rappelé par Bruno Racine, les événements, les révolutions dans le monde arabe. Et nous sommes là 5 ans plus tard, et effectivement, le paysage a profondément changé. Alors je vais l'aborder d'une façon un peu différente dont on a l'habitude très souvent en France de le faire. En France, on a très souvent l'habitude de commencer par regarder le monde en termes de risques et de menaces. Alors bien entendu, c'est très important de faire ainsi, et totalement légitime, mais la chose qui a peut-être le plus changé dans le paysage, ce ne sont pas les risques et les menaces, c'est l'état dans lequel se trouvent ceux qui ne représentent pas à notre égard une menace ou un risque. Et je pense ici notamment à nos alliés américains, à nos alliés européens. Car ça pèse, encore une fois, probablement plus en termes de contraintes sur la capacité de la France à opérer dans le monde, à maintenir un certain niveau d'ambition, ça on en parlera dans la deuxième table ronde, je ne vais pas anticiper là-dessus, ça pèse peut-être davantage que l'évolution des menaces. Alors, les États-Unis d'abord, tout seigneur, tout honneur, encore récemment un peu moins de 50% des dépenses militaires mondiales, et une stratégie réellement mondiale, relativement indifférenciée, et des moyens budgétaires qui, certes, allaient un jour ou l'autre se stabiliser, mais comme les ressources avaient doublé en l'espace de 10 ans, les États-Unis se trouvaient à un niveau de dépenses militaires sans précédent par rapport aux 60 années écoulées. Et ces États-Unis-là, que nous avons connus pendant le précédent livre blanc, ont cessé d'exister. Là, le basculement, il est déjà en train de se faire.
Et quelles en sont les facettes? La première facette, qui n'est pas le produit direct ou automatique de la grande crise financière 2008-2009, c'est le pivot vers l'Asie. Une conséquence indirecte, dans le sens où, à l'occasion de la crise, la montée de la Chine est apparue comme étant, aux yeux des responsables chinois, comme aux yeux des États qui ont à travailler avec la Chine, cette montée est apparue en accéléré avec le passage de la Chine au deuxième rang économique mondial dès 2011, le passage au rang de premier ex-aequo en matière d'exportation, etc. Vous connaissez le film. Et c'est cette montée qui a été au cœur de la décision américaine de se donner une priorité ou de se redonner, parce qu'avant le 11 septembre 2001, il y avait déjà eu une amorce de tentative de mise de l'Asie au centre des préoccupations stratégiques américaines. Les événements se sont chargés de faire dérailler cette tentative. Mais donc, à partir de l'été de l'année dernière, le pivot to Asia, le rebalancing, pour utiliser la formule officielle américaine, le rebalancing to Asia. C'est un vrai choix. Et là, j'introduis tout de suite une incidente. Et en Europe, on oublie parfois que les États-Unis ont cette double caractéristique de faire assez souvent ce qu'ils disent, et deuxièmement, de ne pas le faire à moitié. Alors, on peut toujours discuter de savoir si ce sont là des qualités ou des défauts, mais c'est ainsi. De la même façon qu'on a beaucoup d'observateurs en Europe avaient du mal à se convaincre que quand les Américains allaient quitter le Vietnam, ils allaient vraiment quitter le Vietnam. Ou quand ils allaient quitter l'Irak, ils allaient vraiment quitter l'Irak. À part les Marines qui gardent l'ambassade américaine en Irak, il n'y a plus un Américain en Irak. Plus un soldat. Et quand M. Rasmussen explique qu'il va falloir assurer une présence militaire de l'OTAN en Afghanistan après 2014, ma réaction, c'est s'il y a des Danois qui sont prêts à faire ça, je leur souhaite bien du bonheur, mais il y a une chose qu'il n'y aura pas en Afghanistan, ce sont les Américains. L'Amérique fonctionne ainsi. Et je ferme cette parenthèse. Et donc, Pivot to Asia, deuxième, avec son corollaire, assez logique, qui a été traduit par cette formule non officielle, même si elle a émané d'une petite main de la Maison-Blanche à l'époque, le leading from behind, la conduite depuis le siège arrière, qu'on a vu in vivo après la première semaine des opérations en Libye en 2011. Et là, encore une fois, ce n'est pas le pur ou le direct produit de la crise et de ses conséquences budgétaires. Deuxième changement, là encore sans lien direct avec la crise et ainsi de suite, c'est la révolution énergétique américaine. C'est une vraie révolution. Et moi-même, je peine à en prendre la mesure au plan géostratégique. J'hésite quant aux conclusions à en tirer, notamment en ce qui concerne l'implication des Américains au Moyen-Orient. Mais ma pensée là-dessus passe progressivement, peut-être à tort, passe progressivement oui, certes, les Américains importeront de moins en moins, sont de moins en moins dépendants énergétiquement en général, et particulièrement peu par rapport aux hydrocarbures en provenance du Moyen-Orient, mais ils continueront à être très présents au Moyen-Orient parce qu'il y a Israël, parce qu'il y a l'Iran, parce qu'il y a les armes nucléaires, les missiles, et ainsi de suite, à une pensée où, au fond, je me dis, oui, bien sûr, si l'existence d'Israël est mise en jeu, les États-Unis, je n'en doute pas un instant, seront présents et en première ligne. S'il devait y avoir un problème nucléaire, militaire avec l'Iran, je ne doute pas, ou je doute moins, que les Américains seront présents en première ligne. Mais
je suis beaucoup plus dubitatif en ce qui concerne à peu près maintenant tous les autres scénarios. C'est-à-dire que l'évacuation américaine depuis l'Europe est quelque chose qui pourrait peut-être se produire au Moyen-Orient. Je suis encore prudent. Quand j'emploie cette formule, l'évacuation américaine de l'Europe, je force un peu le trait, bien sûr. Les Américains continuent d'être politiquement, militairement présents en Europe. Mais, par exemple, au plan de la symbolique, on n'a pas fait de défilé ni de feu d'artifice. Il y a 20 jours, le dernier char de combat américain a quitté l'Europe. Il n'y a plus un char de combat américain en Europe aujourd'hui. Alors, on me dirait que les chars de combat, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important, mais enfin, ce n'est pas l'avis des Russes, ce n'est pas l'avis des Polonais. Et les États-Unis ne sont peut-être pas en train de rentrer complètement chez eux, mais ils sont largement en train quand même de le faire. Et donc, révolution énergétique, qui est une incitation forte à lever le pied par rapport aux interventions au Moyen-Orient, peut-être plus forte que je l'imaginais au départ. Et troisième dimension, bien sûr, c'est la dimension alors, directement budgétaire. Et je disais que les Américains ne font pas les choses à moitié. L'an dernier encore, et ce n'était pas seulement les Européens, d'ailleurs les Américains se sont étonnés eux-mêmes. Alors se poser la question, mais la séquestration, c'est-à-dire la réduction autoritaire, indifférenciée, non modulée, de tous les crédits budgétaires fédéraux, dont 50% de réduction pesant sur les seules dépenses militaires. Et on disait, mais non, ça ne va jamais arriver, ils ne sont pas fous, c'est pas sérieux. Moi, je sentais quand même bien chez certains de mes interlocuteurs, je pense notamment à une discussion publique avec M. Panetta à Singapour au mois de juin dernier, j'ai commencé à les trouver très nerveux. Ils avaient raison. On est dans la séquestration. Et la séquestration, ça veut dire quoi? Une fois que vous avez intégrer le problème de la paye de base des soldats, une fois que vous avez pris en compte leur sécurité sociale, que vous vous êtes occupé des vétérans, dont le coût croît exponentiellement du fait des nombreuses guerres qui ont été conduites au cours des dernières douzaines d'années. Et une fois que vous enlevez tout ça, en fait, vous avez moins 15% sur l'ensemble des programmes dès 2013. Et moins 15% indifférenciés. C'est-à-dire, pour l'instant en tout cas, M. Panetta ne peut pas dire ah ben, tel programme, je vais continuer à mettre 100% dessus parce qu'il est vital, tel autre programme, je vais mettre 0%. Il ne peut pas faire ça. Il est obligé de mettre moins 15% à tout le monde. Et tout ce qui dépasse, on coupe. Et c'est évidemment pas comme ça que les États-Unis vont pouvoir disposer de la souplesse d'intervention qui pourrait être souhaitable dans un monde changeant, volatile et ainsi de suite. N'oublions pas que pendant les années qui avaient suivi le départ du Vietnam, entre 1973 et 1980, grosso modo, les Américains étaient largement hors jeu militairement. Et ça, c'était en pleine guerre froide. Là, on n'est pas en pleine guerre froide. Et donc, pour l'Europe, pour la France, un vrai défi. Alors, on va devoir faire des choses sans les Américains qui, en d'autres temps, eussent pu être assumées par les Américains, notamment toutes les choses dont on nous disait, comme disaient les Américains il y a 15 ans, il faut éviter the useless duplication, il faut éviter la duplication non nécessaire des choses, par exemple, la suppression des défenses antiaériennes, c'était une tâche américaine. Le soutien aérien rapproché, le Close Air Support, c'était une tâche, une mission essentiellement américaine, et ainsi de suite. Un planificateur de force en France ou ailleurs en Europe aujourd'hui ne peut plus tout simplement dire, face à la question du style « Ah, est-ce qu'il faut qu'on achète de nouveaux missiles anti-radar ?» Oh ben non, ça, ce sont les Américains qui s'en occupent. C'est fini ça. On est obligé de se poser sérieusement la question. Alors, on se prive de cette capacité ou on l'acquiert. Mais si on s'en prive, on ne peut pas compter sur les Américains. C'est une contrainte très lourde.
et qui va se voir dans tous les exercices de type loi de programmation militaire dans les différents pays européens, du moins pour les 3 ou 4 d'entre eux en Europe qui n'ont pas totalement renoncé à une défense spectre large. Et les États-Unis, l'Europe. Alors l'Europe, l'Europe est en crise parce que l'Europe a une crise endogène. Là, on est dans une forme de rupture, mais qui n'est pas la conséquence directe de la crise de 2008-2009. Et nous sommes dans une crise qui est liée au choix que nous avons fait il y a déjà près d'un quart de siècle maintenant de faire la monnaie unique comme on avait décidé de la faire. Et pour sauver la monnaie unique, nous sommes amenés à poursuivre des politiques économiques qui se traduisent par des taux de croissance qui sont devenus les plus faibles du monde aujourd'hui, et ceci pour une période relativement longue. Alors je ne suis pas en train de faire le procès de cette politique. Si on voulait le faire, on pourrait le faire dans d'autres lieux à un autre moment, mais je constate tout simplement qu'effectivement l'Europe est devenue une zone de non-croissance et qu'elle va être une zone de non-croissance de façon durable, et que cette politique est elle-même directement liée à notre volonté de préserver nos acquis, l'euro et l'Union. Et précisément parce que nous voulons vraiment les préserver, cette politique est durable. Nous récolterons peut-être un jour les fruits du sauvetage, mais pour l'instant, le sauvetage lui-même réduit nos marges de manœuvre. Et ça se traduit évidemment par une pression sans précédent sur les budgets militaires. On est très loin des dividendes de la paix des années 90 en termes de dynamique de situation, parce que les dividendes de la paix étaient assortis de la disparition d'une menace, la menace soviétique. Donc supprimer des programmes, trancher dans les budgets, même si proportionnellement c'était des coupes très élevées. On a fait en moyenne en Europe, comme aux États-Unis, moins 25% sur les dépenses militaires pendant les années 90. Mais ce n'était pas trop compliqué, parce qu'il n'y avait plus l'Union soviétique en face. Aujourd'hui, le monde, lui, n'est pas singulièrement plus serein aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 4 ou 5 ans, mais les moyens pour opérer dans ce monde, les moyens budgétaires dont nous disposons, eux, sont dorénavant sous forte contrainte. Et alors là, je conclus, en ce qui concerne le tour d'horizon géostratégique là-dessus, notre environnement lui-même, et je sais que la proposition est discutable, et elle est discutée, là-dessus, les avis sont très partagés. Et moi, je considère que l'environnement stratégique, en termes de risques et de menaces, est devenu plus dur depuis 2008, qui n'est pas simplement aussi dur qu'en 2008, il est devenu plus dur, tout simplement parce que les révolutions arabes ont ouvert un nouveau jeu au Moyen-Orient, qui à bien des égards est prometteur, intéressant, etc. Je ne suis là non plus pas en train de faire le procès des révolutions arabes. Mais les conséquences stratégiques de tout ça, pour le moment, et probablement pendant encore un certain nombre d'années, ça va être la perspective de conflits auxquels nous n'avions pas eu à faire face dans le passé. La guerre de Libye, on a eu à faire la guerre en Libye. La guerre du Mali n'était pas, certes, un simple corollaire de ce qui s'était passé en Libye, mais il y avait quand même quelques connectivités. Et que se passera-t-il en Syrie dans les années qui viennent, et quelle sera l'implication ou non des forces françaises, européennes, atlantiques par rapport aux événements de Syrie? Je n'en sais fichtre rien. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, on n'avait pas besoin de se poser la question. Aujourd'hui, on est obligé de se poser la question. Et quant au Golfe, le moindre pépin en termes de prix du pétrole, et ce que j'appelle un pépin, c'est une baisse du prix du pétrole, qui durerait plus de quelques semaines ou plus de quelques mois, vous aurez la révolution arabe qui va se jouer dans le Golfe, avec des monarchies qui sont extrêmement nerveuses. Il suffit de voir comment se prépare la course de Formule 1 à Bahreïn ces jours-ci. Et il suffit de constater l'état du débat en Arabie Saoudite, et il suffit de voir comment, dans les Émirats Arabes Unis, sont fermées les unes après les autres les ONG étrangères, y compris les ONG
quasi-gouvernementales, comme la Konrad-Adenauer-Stiftung ou l'Institut pour la démocratie américain, et la RAND, bien sûr. Et cet environnement-là, il est, je crois, plus dur qu'il n'était. Donc, là encore, une contrainte supplémentaire par rapport à nos forces. Je vais conclure sur un autre registre, parce que là, je suis resté, sinon le nez collé au guidon, du moins, j'ai regardé le monde tel qu'il se présente et qu'il pourrait se présenter à nous dans les années qui viennent. Mais si on prend un petit peu plus de champ, sur 15 ou 20 ans, comme le fait le rapport du National Intelligence Council, le rapport du National Intelligence Council américain note, en le considérant comme un fait stratégique, et je pense que le National Intelligence Council a raison, la montée des nouvelles classes moyennes mondiales. Si on regarde sur les 20 ou 25 dernières années, effectivement, une bonne partie de la population chinoise est entrée dans les classes moyennes. Et la structure sociale de l'Amérique latine, qui était très fortement polarisée, est dorénavant largement mitigée par l'émergence des classes moyennes, notamment au Brésil. Et nous voyons ce processus dans toute une série de pays, notamment en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, voire même dans certains États africains, et probablement davantage encore à l'avenir. La question que je pose ici, et je ne vais pas tenter d'y répondre, j'ai déjà parlé trop longtemps, c'est est-ce que cette montée des classes moyennes exercera ou non une influence pacificatrice sur les relations internationales? Et poser la question, ce n'est pas y répondre. Parce que si on regarde l'effet de la montée des classes moyennes européennes sur la sécurité internationale à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, force est de constater que l'influence pacificatrice n'était pas l'expression qui permet de résumer de façon le plus pertinente ce qui se passa. Les classes moyennes allemandes, par exemple, sous l'Allemagne wilhelminienne, sont passées à pieds joints de la case démocratie à la case chauvinisme en l'espace de 25 ans. Et je cite ce cas-là parce qu'il est particulièrement spectaculaire, mais ce fut un processus quand même assez large, assez largement partagé. Et bien sûr, nous savons aussi que quand les classes moyennes sont engagées dans des processus de déclassement, comme ce fut le cas pendant la grande crise, on peut s'attendre au pire. Voilà, je conclus là-dessus, peut-être en vous invitant à méditer un petit peu cette question de la montée des classes moyennes, parce qu'encore une fois, le NIC, le National Intelligence Council, je pense a raison de pointer ça comme un mouvement de fond absolument fondamental, mais il n'est pas du tout évident que les conséquences seront celles que nous pourrions souhaiter en ce qui concerne notre situation stratégique. Surtout si par ailleurs, nous-mêmes, nous devions nous trouver dans un processus de déclassement par ailleurs. Ça Eh bien, merci beaucoup pour votre tour d'horizon. Je vais maintenant passer la parole à Alexandra Dobscheffer. Vous dirigez le bureau parisien du German Marshall Fund. Pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup. Ravi de pouvoir participer à ce débat à partir de ce beau numéro, le bilan géostratégie. Et on est également très heureux de pouvoir être partenaire de cela, puisqu'on fera le lancement bruxellois à Bruxelles en partenariat avec Le Monde la semaine prochaine. Alors, les quelques propos introductifs que je vais faire sont en fait très complémentaires à ceux que vient de faire François. Le think tank pour lequel je travaille, the German Marshall Fund of the United States, qui est un peu compliqué à comprendre, notre mission principale est de renforcer le dialogue et la coopération transatlantique sur tous les grands enjeux économiques, géopolitiques et stratégiques.
et je dirige donc le bureau à Paris. Effectivement, je pense que toute réflexion sur, puisqu'aujourd'hui on a un focus sur la France, toute réflexion sur les ambitions de la France en matière stratégique, que ce soit aujourd'hui ou pour les 10, 20 ou 30 ans à venir, ne peut pas être dissociée d'une bonne compréhension de ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que c'est un petit peu le point de départ. On ne peut pas réellement mener cette réflexion ici en France et dans l'Union européenne plus globalement si on ne comprend pas les orientations actuelles et à venir de la politique étrangère et de défense américaine. Et je dirais plus particulièrement des évolutions dans l'exercice du leadership des États-Unis dans le monde. Je pense que cette notion de leadership est en pleine mutation aux États-Unis et a donc un impact direct sur notre manière à nous, ici en France, mais aussi en Europe, d'affirmer ou peut-être de renouveler, de redéfinir le nôtre dans certaines régions, et je pense notamment bien sûr au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord. On le voit très bien, les interventions en Libye, au Mali, ont soulevé des questions très importantes d'un point de vue stratégique pour l'Union européenne, mais aussi pour la coopération transatlantique, puisqu'il y a eu quand même quelques tensions sur la manière dont les États-Unis se positionnaient ou pas en soutien à une coalition dirigée par la France, le Royaume-Uni dans le premier cas, et par la France au Mali. Et puis en Asie, alors effectivement en Asie, il y a ce fameux pivot stratégique des États-Unis vers l'Asie, même si, comme l'a dit justement François, c'est pas un mouvement ou un basculement stratégique du tout nouveau. Mais je dirais peut-être ce qu'il y a de fondamentalement inquiétant ou nouveau, c'est d'un point de vue des alliés asiatiques des États-Unis, le besoin très régulièrement formulé vis-à-vis de Washington pour des, si je traduis littéralement le terme américain, des réassurances stratégiques de la part des États-Unis en cas de tension accrue avec la Chine ou par exemple par rapport à la Corée du Nord, on le voit aujourd'hui. Et je citerai John Kerry, pendant son dernier séjour à Séoul, il y a tout juste quelques jours, qui montre justement cette posture assez prudente, qui fruste beaucoup d'alliés asiatiques dans la région. Il a prononcé cette phrase un petit peu ambiguë en disant « Nous ne sommes pas là aujourd'hui à Séoul pour renforcer le fait que nous défendrons nos alliés, mais nous sommes là pour mettre l'accent sur les possibilités pour la paix et pour la réunification ». Donc ce discours-là n'a pas forcément été reçu très, très positivement dans la région. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là que la plupart des alliés, le Japon compris, n'ont pas l'impression en fait qu'en cas de vraie tension, de vraie crise, les États-Unis en fait interviendront réellement pour soutenir leurs alliés. Et cela est lié à l'autre point qui est très important. Et d'ailleurs, c'est un des sous-thèmes, enfin, c'est le titre de la préface de ce bilan géopolitique, enfin géostratégique, qui me semble très bien convenir un peu à l'état d'esprit aujourd'hui à Washington, qui est l'impuissance des puissances, que vous avez choisi. Je pense qu'aujourd'hui, Obama est extrêmement conscient justement de cette notion d'impuissance de la puissance américaine et notamment de la puissance militaire américaine. C'est sans doute une des leçons qui est tout juste en train d'être apprise des opérations en Afghanistan et en Irak, c'est-à-dire la difficulté finalement de transformer l'essai, la problématique de la fongibilité de la puissance militaire, comment transformer la puissance militaire en un gain stratégique, politique, économique qui aille dans le sens des intérêts américains. Et surtout, je dirais la prise de conscience qu'après l'intervention militaire ou après la phase des combats, en fait, cette phase après n'appartient plus à la force militaire américaine, mais échappe très rapidement aux intérêts, aux tentatives de la diplomatie ou de l'armée américaine à façonner cette phase de transition ou de reconstruction. Et on le voit très bien dans tous les contextes de transition ou de post-révoltes arabes ou de post-régime
regime change, que ce sont les acteurs régionaux, les acteurs locaux qui finalement façonnent cette phase de transition et que toute puissance extérieure finalement n'a qu'un rôle d'accompagnement ou de spectateur à jouer. Et ça, tout ça, je le mettrais vraiment dans ce package de prise de conscience de l'impuissance, de la puissance notamment militaire. Donc dans ce contexte-là, on voit très bien le président Barack Obama souhaite à tout prix, et d'ailleurs c'est sa phrase qui est devenue un peu culte, hein, fermer cette parenthèse ou cette décennie post-11 septembre de la guerre. Peut-être pas complètement la fermer, mais il souhaite en fait la mener de manière plus indirecte. On a parlé des drones, mais aussi l'usage intensifié, par exemple, des forces spéciales, la formation de forces sécurités étrangères au contre-terrorisme pour éviter de déployer des troupes américaines sur des territoires. Tout cela dans un contexte extrêmement clair et persistant de war fatigue. On le ressent bien sûr au sein de l'opinion américaine, mais aussi au sein du Congrès. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se rend à Washington, l'atmosphère ressemble beaucoup à celle dite du passage par le reluctant sheriff, le sheriff un peu réticent de la période post-Somalie des années 90. Ce qui est intéressant, si on se reprojette dans les années 90 et dans cette période un peu de traumatisme par rapport à cette intervention, c'est l'époque aussi où le président Clinton mettait l'accent sur les aspects économiques de la diplomatie américaine, sur le libre-échange. C'est en 1994 que le traité de libre-échange ALENA est entré en vigueur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'administration Obama est exactement dans la même, je dirais, dialectique. Modération stratégique, prudence militaire. Et de l'autre côté, on avance l'outil et les opportunités économiques comme étant le cœur de la politique étrangère américaine, jusqu'à fondre les deux concepts dans le concept de economic statecraft qu'a sans cesse répété l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et que John Kerry poursuit également, c'est-à-dire l'idée en fait que la diplomatie américaine doit être beaucoup plus active dans certaines régions, notamment l'Asie-Pacifique, d'un point de vue économique. On parle beaucoup, on en parlera certainement avec Valérie Niquet, donc je n'irai pas dans les détails, mais du Trans-Pacific Partnership, tout comme par rapport à l'Union européenne. Vous le savez, Barack Obama a mis sur son agenda l'idée d'un accord de libre-échange avec ses partenaires européens. Donc je dirais que cette modération stratégique, prudence militaire va souvent de pair avec une accentuation du volet économique de la politique étrangère américaine. Donc effectivement, je partage tout à fait l'avis de François. En plus d'un environnement géopolitique de plus en plus turbulent, de plus en plus incertain, de plus en plus imprévisible, je dirais que ce repositionnement stratégique américain en lui-même est véritablement une rupture ou un basculement stratégique en soi par rapport à tout ce qu'ils ont pu entreprendre, en tout cas pendant ces 10-15 dernières années. Or, le paradoxe, c'est que ce président américain du Smart Power, puisque c'était devenu son slogan sous son premier mandat, se trouve confronté à des situations de crise qui nécessiteront peut-être, probablement ou très probablement à divers degrés, le recours au hard power. La Syrie est une étude de cas très intéressante. À mon avis, le changement de posture du président, qui se trouve de plus en plus isolé en fait au sein de son administration, quant à la prudence et à la volonté de ne pas armer ou en tout cas donner une assistance militaire à l'opposition syrienne. Je pense que le changement de position qui convergerait davantage vers la position française et britannique se fera par l'intérieur, c'est-à-dire par la pression du Congrès américain. Si on suit les débats aujourd'hui au Congrès américain, il est extrêmement frappant de voir que, aussi bien côté républicain que démocrate, et notamment démocrate, donc c'est d'autant plus problématique pour un président démocrate, on a toutes sortes de résolutions, de textes qui sont en train de circuler
pour pousser le président Obama à avoir une position un peu plus audacieuse, notamment sur le volet assistance militaire à l'opposition syrienne. La Chambre des représentants a passé un peu sur le même modèle que le Iraq Liberation Act de 98, un Syrian Liberation Act qui pousserait dans ce sens-là. Le sénateur républicain John McCain revient tout juste d'une tournée en Afrique du Nord et appelle là aussi à ce que l'interdiction pour assister militairement l'armée malienne soit levée pour aider l'entreprise française sur ce terrain-là. Donc beaucoup de débats, beaucoup de pression, et c'est vrai que comme à l'accoutumée, quand on a un président, disons, prudent d'un point de vue projection de la force militaire, vous avez un congrès, et là de plus en plus dans le Parti démocrate, qui pousse en faveur d'une position un peu plus fauconne, comme on dit. Alors, le Mali et l'intervention française rappellent à cet effet aux États-Unis que peut-être le plus grand défi stratégique qui se pose aujourd'hui aux États-Unis réside moins du côté de la rivalité ou de la concurrence de grandes puissances telles que la Chine, et peut-être plus dans la fragilité ou la faiblesse de certains États. On inclut aussi la Somalie ou le Yémen, par exemple, qui est considéré au sein de la Maison-Blanche comme un exemple même de ce que font les États-Unis en matière de lutte contre Al-Qaïda dans le cadre d'un État fragile ou pratiquement effondré. Et si l'on revient à un article publié en 2004 de Chuck Hagel, secrétaire d'État à la Défense actuel, mais qui alors était sénateur du Nebraska, il publiait un article intéressant qui s'appelait A Republican Foreign Policy. Il essayait de corriger un petit peu les orientations de la politique étrangère du président Bush. Il avait dit que le plus grand défi posé au leadership et à la sécurité des États-Unis ne viendront pas de puissances rivales, mais d'États faibles, et qu'il fallait payer un horrible anglicisme, mais qu'il fallait prêter une attention beaucoup plus importante. Alors, le défi, je dirais, actuel de l'administration Obama, on le voit bien, entre ces deux grands défis, l'émergence ou la réémergence de grandes puissances, avec aussi là beaucoup d'incertitudes de quelles implications cela peut avoir sur le moyen, court terme, d'un point de vue économique, politique, géopolitique. De l'autre côté, la fragilité d'État avec tout ce que cela implique en matière de terrorisme, de régionalisation des crises, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Le dilemme qui se pose à l'administration Obama, c'est d'essayer de définir ou de redéfinir les instruments de réponse, tout en évitant une surmilitarisation de la réponse américaine. Et ça, c'est je dirais, une caractéristique, en tout cas, de la politique d'Obama, qui peut lui être reprochée, et d'ailleurs qui lui est reprochée aussi bien sur la scène internationale que, par exemple, en Europe ou même en Asie. Donc, ce qui me fait dire que la France et les États-Unis, mais la France et les Européens d'un point de vue plus général, sont aujourd'hui dans une phase de réapprentissage de leur partenariat stratégique qui est en train d'être redéfini. Effectivement, face à cette posture de leading from behind, qui en fait s'est avérée avoir été dite par quelqu'un très influent au sein de la Maison-Blanche, qui est non moins que Tom Donnellan, le conseiller à la sécurité nationale d'Obama, qui d'ailleurs a été conservé dans ce poste-là, reflète vraiment, même si c'est une formule qu'on peut critiquer, mais reflète véritablement la posture, en tout cas voulue par Obama, et a des implications directes pour nous ici en France, mais aussi en Europe, puisqu'elle nous invite, nous, à lead from the front, notamment dans les zones, les crises ou les régions desquelles les Américains vont se désengager, du moins partiellement, ou en tout cas porter un intérêt moins vital, si je reprends le terme de vital interest, notamment, entre autres, pour ce qu'a expliqué François, parce que au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ils seront de moins en moins dépendants d'un point de vue énergétique. Et donc, cela, forcément, a un implique direct pour nous. On a eu deux cas très concrets. La Libye et le Mali ont montré que là, les Américains
Américains attendent de notre part qu'on prenne nos responsabilités sécuritaires dans ce qu'on peut appeler le voisinage sud-européen et qui est davantage considéré comme une affaire européenne et non plus américaine. Et d'ailleurs, quand on se souvient des premiers discours prononcés par l'ancien secrétaire d'État Robert Gates à l'époque, il parlait de la Libye comme une distraction stratégique pour Washington et qu'il n'y avait pas de raison que les États-Unis s'y engagent, même si ensuite leur soutien logistique et plus que ça s'est avéré absolument crucial. J'y reviendrai dans quelques secondes. Donc tout cela m'amène à ce qu'Obama a redéfini, c'est-à-dire le leadership. Si vous relisez son article de campagne, publié là à nouveau dans le Foreign Affairs pendant l'été 2007, son article s'appelait Renewing the American Leadership, renouveler le leadership américain. Et là où il l'a véritablement, parce qu'on dit très souvent Obama n'a pas de doctrine, c'est pas un président doctrinaire, je dirais que s'il a une doctrine, c'est celle-ci, qu'il a véritablement définie en Libye. À la veille des premières opérations en Libye, il a prononcé un discours qui n'a pas, à mon avis, été assez commenté. Et là, il a dit, contrairement au dire de certains, le leadership américain n'est pas seulement une question d'agir seul et de porter tout le fardeau nous-mêmes, donc là, une allusion à l'administration précédente. Le vrai leadership doit créer les conditions et les coalitions pour que les autres contribuent aussi, travailler avec nos alliés et nos partenaires pour qu'ils prennent leur part du fardeau et paient leur part des coûts. Ça, c'était donc en mars 2011, dans le contexte de l'intervention en Libye. Or, autre paradoxe et difficulté dans laquelle se trouvent les Américains aujourd'hui, les États-Unis se trouvent confrontés à ce que David Ignatius, qui est un grand journaliste du Washington Post, appelle un déficit de partenaires, où en fait, finalement, les Américains sont obligés de composer avec une Union européenne divisée, ou alors de s'appuyer sur la France et le Royaume-Uni, qui sont encore des puissances européennes, qui ont le sens des responsabilités militaires et qui se projettent d'un point de vue militaire à l'étranger, ou alors, lorsqu'ils n'interviennent pas du tout, de s'appuyer sur des alliés régionaux plus qu'imparfaits. On l'a vu en Libye ou en Syrie, qui explique aussi cette prudence américaine à reconnaître l'opposition syrienne comme autorité alternative au gouvernement Assad, et surtout cette position prudente de ne pas vouloir converger dans la position française et britannique, d'appuyer d'un point de vue militaire cette opposition qu'en fait les Américains connaissent mal ou ne souhaitent ne pas trop connaître, en tout cas de trop près. Donc dans ce contexte-là, dans ce contexte de quête de partenaires, dans le contexte d'un leadership américain beaucoup plus délégateur de manière délibérée, puisqu'ils ont eux-mêmes leurs restrictions budgétaires et qu'en plus ils se tournent vers d'autres priorités, eh bien ils trouvent en la France, mais également dans le Royaume-Uni, un ou des partenaires privilégiés vers lesquels se tourner, même si les États-Unis se montrent plus prudents sur certains aspects. Ils vont appuyer l'opération en Libye, ils vont appuyer de manière plus modeste l'opération au Mali, mais ils ne vont pas pour autant soutenir la décision franco-britannique de lever l'embargo sur les armes en Syrie. Donc tout cela dans un contexte, et c'est très persistant quand on revient de Washington, où il n'y a vraiment pas la volonté de se laisser entraîner dans d'autres guerres ou d'autres crises par les Européens. Un petit peu, j'ai beaucoup entendu parler de la comparaison avec la crise des Balkans des années 90, où les États-Unis réticents se sont finalement engagés militairement sous la pression de leurs alliés européens dans une position de suiveur plutôt que de leader. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel Washington a un petit peu de mal à gérer. Donc, je conclurai sur l'idée que malgré ce repositionnement stratégique américain, ce leading from behind délibéré, encore une fois, puisque le contexte pousse Washington dans ce sens-là,
on constate que le leadership et les capacités militaires américaines restent indispensables, et je pense que c'est un euphémisme. On a vu dans le cas de la Libye, encore plus au Mali, quand Washington n'est pas dans le front seat, dans le siège avant, eh bien, il s'avère tout de suite beaucoup plus difficile de construire des coalitions. De récupérer du soutien, que ce soit du côté de l'Union européenne ou que ce soit du côté d'autres puissances. On voit que les États-Unis ou même l'OTAN ont une capacité d'entraînement, de recrutement, entre guillemets, beaucoup plus forte que certains pays de manière individuelle. Les capacités, bien entendu, que ce soit de renseignement, de surveillance aérienne, de drones, de ravitaillement, se sont révélées absolument cruciales en Libye, mais également au Mali. Il y aurait forcément une accélération de la politique de soutien auprès de l'opposition syrienne si Washington, en tout cas Obama, puisqu'il est maintenant de plus en plus isolé, se décidait d'agir de manière plus volontaire sur ce dossier-là. Donc je conclurai que dans ce contexte, on va de plus en plus, je dirais, dans une logique de coalition of the willing, où ce que l'amiral Mullen, avant de quitter ses fonctions, avait très bien résumé dans la formule coalition of the able and of the willing, la coalition des capables et des volontaires. C'est-à-dire que dans un contexte de l'Union européenne divisée, qui ne projette pas une vision commune des défis de stratégique ou de sécurité, dans une Amérique beaucoup plus repliée sur elle-même, eh bien, dans le cadre de crises type Libye, Mali ou autre, peut-être très prochainement la Syrie, il va falloir, en fait, dans ce contexte-là, définir beaucoup plus en amont les conditions pour une action collective, pour éviter d'être confronté à des tensions comme on a pu le voir entre partenaires transatlantiques, où il y a des attentes d'un côté, des réticences de l'autre. Et donc je pense que ce travail-là de communication, et en tout cas sur les attentes mutuelles et quelles capacités les uns et les autres peuvent contribuer sur des théâtres d'opérations différents, est extrêmement importante pour continuer à nourrir et renforcer cette coopération transatlantique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais me tourner maintenant sur ma droite vers Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche scientifique, pour essayer de excusez-moi, pardon, pour essayer de voir un petit peu comment vous définiriez ce basculement stratégique vu de Chine. Alors, pas uniquement vu de Chine, même si la Chine est sans doute... pour en revenir, si on revient à la date qu'a mentionné François Hesbourg tout à l'heure, c'est-à-dire 2008, ce qui est certain, c'est qu'en Asie, si on compare la situation en 2008, juste avant ou au moment de la crise financière et économique, et aujourd'hui, il y a un vrai basculement qu'on peut qualifier de stratégique, qui est... ce que certains perçoivent, alors il faudra sans doute attendre un peu et voir notamment les évolutions de la nouvelle équipe qui est arrivée au pouvoir au mois de novembre, un véritable basculement du côté chinois en termes de priorité peut-être, ou un changement de paradigme par rapport à la stratégie extérieure de la Chine dans les années précédentes. Il faut se souvenir que pendant toute la période des réformes quasiment, lancée par Deng Xiaoping. Donc, la priorité de la Chine était toujours mise sur la nécessité du développement, le développement économique étant perçu non pas comme un bien en soi, mais comme une légitimité pour la survie du Parti communiste et aussi comme le fondement de la puissance future de la Chine. Donc, il y avait cette idée qu'il fallait mettre véritablement l'accent sur le développement et donc sur des relations apaisées de bon voisinage avec l'ensemble de ses voisins. Depuis 2008, on s'interroge sur la pérennité de cette priorité stratégique et on a vu au contraire une évolution dont, encore une fois, il faudra voir si elle se poursuit ou non, où il semble qu'à la faveur d'une crise
où la Chine s'est sentie beaucoup plus sûre d'elle-même que ça n'était le cas auparavant, et surtout a eu l'impression qu'il y avait eu un véritable bouleversement dans la hiérarchie de puissance dans le monde, où évidemment les États-Unis restaient à la première place, mais étaient très touchés, notamment budgétairement, financièrement, économiquement, par la crise économique. L'Europe, n'en parlons entre guillemets pas dans le contexte asiatique. Pour la Chine, ça n'est pas un acteur majeur. Mais en tout cas, la Chine s'est sentie en quelque sorte les mains libres pour passer à un autre niveau de sa stratégie extérieure, qui n'était plus seulement une stratégie de bon voisinage, qui était d'ailleurs perçue d'une manière extrêmement positive par l'ensemble des voisins de Pékin, qui voyaient dans la croissance chinoise, dans l'émergence de la Chine, une opportunité pour l'ensemble de l'Asie. C'était très significatif en Asie du Sud-Est notamment, mais également au Japon et en Corée du Sud. C'est l'époque aussi où la Chine a mis en place ces partenariats de libre-échange, notamment avec l'Asie du Sud-Est, dès les années 2000. Donc, cette perception extrêmement positive d'une puissance chinoise bénéfique pour l'ensemble de la région, progressivement s'est transformée en un sentiment d'inquiétude, de crainte, cette attente très très forte qui s'est exprimée à l'égard des États-Unis, devant une évolution des priorités de Pékin qui donc a considéré qu'il était temps pour la Chine de mettre en action ce qu'on appelle aujourd'hui à Pékin, dans les nouveaux discours prononcés notamment par Xi Jinping, ce qu'on appelle le rêve chinois. Et quand on décortique et qu'on analyse ce qu'est le rêve chinois, c'était dans un des derniers discours prononcés par le président Xi Jinping. C'est d'un côté, bien entendu, la poursuite de la croissance économique, mais de l'autre, le retour de la Chine dans sa position légitime en Asie, qui est celle d'un leader régional qui ne serait pas contesté, ce qui ne signifie pas qu'il y ait forcément des opérations d'expansion extérieure massive. Simplement, c'est la reconnaissance de cette position de leader de la Chine dans une région où, évidemment, l'ensemble des voisins de Pékin ne partagent pas du tout cette analyse. Alors, ça s'est traduit par toute une série d'évolutions qui ont été fortement chrysogènes depuis donc ces années 2008-2009, et c'est assez clair. Notamment dans l'espace maritime, où on a vu que la Chine a commencé à parler de son espace maritime et de ses revendications. Alors, c'est le Japon, on en a beaucoup parlé autour des îlots Senkaku et de la mer de Chine orientale, mais ça concerne aussi l'ensemble de la mer de Chine jusqu'aux confins indonésiens et des pays comme le Vietnam ou les Philippines, et où la Chine commence à parler de ses intérêts sur mer comme des intérêts vitaux qu'elle est prête à défendre, donc évidemment avec des moyens qui restent limités, mais il y a une montée en termes de revendications et notamment d'actions de la part non pas de la marine chinoise, mais des sortes de garde-côtes, pour simplifier, donc dans tout cet espace maritime qui a multiplié les zones de tension et renforcé considérablement l'inquiétude de l'ensemble de ses voisins. On a d'autres conséquences qui sont évidemment, ça n'est pas nouveau, mais les choses ne vont pas beaucoup mieux en la matière, qui sont la poursuite d'une stratégie extrêmement ambiguë sur la question coréenne et d'une manière plus générale sur les enjeux liés au risque de prolifération. Et sur la question coréenne, on le voit aujourd'hui avec la crise coréenne, enfin une crise qui pour le moment est d'ailleurs essentiellement verbale et de provocation plus que de réalité, mais une Chine qui évidemment joue le jeu d'une grande puissance responsable sur la scène internationale en votant les sanctions à la suite du 3e essai nucléaire nord-coréen, mais une Chine dont on s'interroge sur la réalité de la mise en œuvre de ces sanctions. Il ne faut pas oublier que la Chine est aujourd'hui le premier soutien à tous les niveaux économiquement, mais également on ne sait pas très bien comment sont contrôlés ce qui se passe entre le territoire chinois et la Corée du Nord. Et donc la Chine aujourd'hui n'a pas renoncé à abandonner entre guillemets cet allié qui est certes assez encombrant et plutôt relativement gênant, mais qui en même temps constitue dans un contexte stratégique
stratégique que la Chine considère comme allant plutôt en se dégradant, qui est toujours pour Pékin un atout stratégique. Pourquoi est-ce que les Chinois considèrent que le contexte stratégique en Asie se dégrade ? Essentiellement, c'est dû au fait que, contrairement à ce que Pékin avait pu espérer ou croire, eh bien, les États-Unis, et même s'il y a des limites très grandes, on en a parlé, à ce pivot vers l'Asie, les États-Unis répondent aux attentes des puissances régionales, le Japon évidemment, la Corée du Sud, mais également on l'a vu avec l'Australie, on le voit même avec le Vietnam qui a fortement fait adresser des signaux aux États-Unis qui iraient en faveur d'un rapprochement ou d'un renforcement d'une forme de coopération militaire avec Washington. Donc l'ensemble des pays de la région, si on met de côté la Chine et ses satellites ou son satellite, eh bien, ont comme principale préoccupation, effectivement on l'a vu, de persuader les États-Unis de la nécessité de leur engagement en Asie, de multiplier en quelque sorte les attentes et du côté américain. Même si on s'interroge sur la réalité du pivot, on voit bien que la volonté de rassurer les alliés, leurs alliés et le reste de l'Asie est également très présente. Ça aussi, ça constitue un basculement stratégique très important qui découle de cette première évolution dont je parlais au début, qui est cette évolution majeure dans les priorités stratégiques de la Chine. On a donc un paysage en Asie qui est en même temps extrêmement complexe et difficile à percevoir ou à analyser. Parce que derrière ces tensions stratégiques et militaires, oui, quasi militaires, qui se multiplient, on a en même temps une région qui reste le leader en termes de croissance dans le monde, qui reste une zone d'opportunité, qui reste extrêmement dynamique, où les échanges continuent de se poursuivre. Je rappelle que alors que les tensions sont fortes entre Pékin et Tokyo et en pleine crise avec la Corée du Nord, eh bien, les discussions sur un projet de zone de libre-échange regroupant la Corée du Sud, le Japon et la Chine se poursuivent tout de même. Donc on a cette rupture quasiment entre d'un côté une zone d'un très grand dynamisme économique et une forme de régionalisation économique est en marche, et en même temps une zone qui continue d'une certaine manière de tirer la croissance mondiale, donc à l'égard de laquelle il y a énormément d'attentes, une zone d'importance majeure d'ailleurs, puisque je rappelle que c'est en Asie que se trouvent 2 des 3 premières puissances économiques mondiales. Et on a en même temps, donc, comme je le disais, ces conflits non résolus. Et surtout, on a une superposition de conflits de type très divers. On a à la fois tout ce qu'on appelle, peut-être un peu rapidement, ces nouveaux risques, donc, qui sont à base de trafic, d'États faillis ou semi-faillis, la question de la prolifération nucléaire, qui est première en Asie, évidemment. Et on a, dans le même temps, la persistance, et ça, on a souvent tendance à l'oublier, notamment en Europe, de conflits extrêmement traditionnels, territoriaux, idéologiques, je dirais aussi, avec une vraie coupure en Asie entre d'un côté la Chine et de l'autre côté le reste de l'Asie autour de cette idée qui a été critiquée, mais qui existe aussi fondamentalement de valeurs communes. Hein. Donc on a cette rupture, cette sorte de rebipolarisation qui existe aussi en Asie. Donc tout ceci fait que effectivement c'est une région à la fois d'importance majeure, très complexe, difficile à appréhender, et qui en plus, lorsqu'on se place du côté français, est évidemment extrêmement éloignée de nos capacités d'intervention réelles, et donc on force à l'interrogation sur la nécessité ou non de conserver une capacité d'engagement, je ne dirais pas militaire, mais en tout cas d'attention extrême aux évolutions qui se produisent dans cette zone-là. D'autant plus, comme on l'a beaucoup rappelé, que la première des conséquences est évidemment cet intérêt nouveau, ce réengagement
de la part des États-Unis dans la zone et qui, par ricochet, si l'on peut s'exprimer ainsi, ne peut avoir que des conséquences extrêmement importantes sur nos propres priorités. Voilà, je conclurai sur ces quelques mots. Je pourrais développer plus tard dans les questions. Voilà. Bien, merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps, donc c'est parfait. Je me propose de vous laisser la parole un petit peu, de voir si vous aviez des questions que vous auriez envie de soulever. Monsieur. Je ne sais pas trop, il y a... Ouais. Il y a un micro. Bonjour, Friedrich Catois, ex-diplomate allemand. Une petite question transatlantique sur le Mali. Moi, la première fois que j'étais confronté avec les problèmes du Sahel et la coopération internationale contre l'islamisme, c'était en 1982. Monsieur Vernon Walters venait faire un tour d'Europe au nom du président Reagan pour contenir les problèmes islamistes et M. Kadhafi. Et bien des années après, j'ai appris que les Américains avaient un programme d'aide militaire au Mali qui n'a pas vraiment abouti. Est-ce qu'on a tiré des leçons de cette coopération offerte depuis 1982 à aujourd'hui, ou est-ce que c'est la grande surprise, c'est-à-dire les problèmes islamistes étaient déjà dans les années 80 et les spécialistes en ont parlé. Moi, je n'étais pas vraiment le grand spécialiste, j'étais le note-taker. Lorsque Vernon Walters a vu mon chef, le sous-secrétaire d'État, simplement dans toute mon analyse de cette coopération et des affaires africaines et autres, je voyais toujours une méfiance française et un certain anti-américanisme primaire, et quelquefois en sens inverse des petites choses, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. On pourrait parler du Rwanda, on pourrait parler du Sud-Soudan, on pourrait parler de Sassou Nguesso et de ce qui s'est passé à côté au Gabon, etc. Donc là, si on veut contenir quelque chose, il faut créer un climat de confiance. Et là, puisque je suis allemand, je vois ça aussi de ce côté-là, et j'ai vu les mêmes méfiances. Mais qu'est-ce que les Allemands sont en train de foutre au Mali? Qu'est-ce qu'ils font comme programme? Ou qu'est-ce qu'ils font au Sénégal? Et même il y a encore quelques mois, lorsqu'on parlait de projets d'énergie renouvelable au Sénégal, au Maroc et ailleurs, quelqu'un avait le courage de dire « Mais qu'est-ce que vous venez faire dans notre Afrique ?» Je vais bien réagir. Je suis comme vous, je suis assez vieux pour avoir participé à la tournée de Vernon Walters en 1982. J'en ai gardé un très vif souvenir. Il arrivait, comme il le faisait à l'époque, dans le cadre d'une sorte de rituel extraordinairement humiliant, il arrivait avec un aide de camp. Et l'aide de camp avait sous le bras et un énorme portefeuille, vous savez, comme un portefeuille d'artiste. Et c'était les photos de satellites. Et le ministre, deux ou trois de ses collaborateurs se retrouvaient autour d'une table au ministère de la Défense, et le général Walters montrait les photos et puis les escamotait. Voir, mais pas garder. C'était une autre époque. Je crois que l'Allemagne n'avait pas plus d'accès à l'imagerie satellitaire, images des États-Unis. Je vous réponds.
je vous réponds. J'ajoute que tout ça se passait dans la plus grande cordialité. Et il n'empêche que c'était extrêmement humiliant et que c'est une des raisons pour lesquelles les Français se sont dotés de moyens de renseignement satellitaire autonomes, nationaux. Dès qu'on a décidé ça, d'ailleurs, tout d'un coup, les Américains sont devenus beaucoup plus ouverts. Vous savez que c'est un domaine dans lequel on ne partage pas, on échange. Et je ferme cette parenthèse. Et l'aventure, la mésaventure américaine au Mali est réelle et elle doit nous appeler à la prudence. Ils avaient effectivement installé une training mission militaire importante. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls. Hein. Il y a un petit État européen qui en a fait autant et qui a fait les mêmes bêtises. Hein, que je ne nommerai pas son nom parce que c'était moins public. Et les Américains ont dépensé quelques centaines de millions de dollars dans cette opération. Ils ont fait des choses très intelligentes, c'est-à-dire ils ont dit « Ah ben tiens, ceux-là, ils ont l'air vraiment d'avoir une prédisposition naturelle au port des armes. On va donc accentuer leur formation. » Ça, c'était les Touaregs qui, une fois qu'ils ont été bien formés, sont partis avec armes et bagages rejoindre les MNLA dans son alliance avec Al-Qaïda. Et puis, il y en avait d'autres qui avaient l'air pas mal aussi. Ah bah oui, ceux-là, on va les entraîner aussi. Et hop, ça a donné le coup d'État des bérets verts contre les bérets rouges avec l'arrivée au pouvoir de Sanongo, parfaitement formé par les Américains. Alors, je raconte ça pas pour me moquer gentiment des Américains, mais pour nous appeler, nous, Européens, à la prudence en ce qui concerne ce que l'on pourra attendre de la mission d'entraînement de l'Union européenne. Ce genre de problème est vite arrivé. Deuxième observation, on avait parfaitement raison, et Vernon Walters avait parfaitement raison, la menace islamiste était connue. Dans le nord du Nigeria, l'État de Maïdougouri, notamment, était à peu près aussi mal pavé qu'aujourd'hui, sauf que ça ne s'appelait pas Boko Haram à l'époque. Et il était fortement déconseillé aux touristes d'aller se promener dans cette région. On a dû oublier de le dire plus récemment à des gens qui sont allés se promener dans le nord du Cameroun, juste à côté. Et le problème était connu, et pourtant, on n'a pas su le gérer. J'ai parlé du Nigeria. Le Nigeria n'a rien à voir avec la France. Enfin, c'est pas la France-Afrique, hein, en tout cas. Le Mali non plus, d'ailleurs. Le Mali, à l'époque, était armé par les Soviétiques et faisait pas partie de la zone franc. Et pourtant, effectivement, un islamisme militant s'est progressivement installé, développé. Il est évident que la réponse à ça n'est pas militaire, ou elle ne peut pas être militaire, principalement militaire. Travail économique, politique, social, qui n'a pas été fait, ou pas bien fait, au cours des 30 dernières années. Alors, je ne sais pas de qui c'est la faute que le nord du Nigeria soit devenu une zone chrysogène, portant en gésine des milliers et des milliers de terroristes, dont certains essaiment au-delà des frontières. Je ne pense pas que ce soit la faute à la France, je ne pense pas que ce soit la faute à l'Allemagne ou aux États-Unis. Je pense que c'est la faute à tout le monde, ou à personne. Mais on n'a pas su faire. Troisième point, méfiance française. Oui, à l'époque, la méfiance était évidente. La France-Afrique, la France de Focard, l'Afrique de Focard, si je puis dire, la France aussi d'ailleurs, ça existait. Et je crois qu'on n'en est vraiment plus là. Hein. Le changement de génération, il a eu lieu des deux côtés de la Méditerranée. Et ce qui était très impressionnant dans l'affaire malienne, c'était que justement, elle s'est déroulée dans un endroit qui ne faisait pas partie de la France-Afrique. Ça n'a pas empêché les Français d'intervenir lorsque cela leur a été demandé. Cela n'empêchait pas les autorités maliennes de nous demander d'intervenir lorsqu'elles ont jugé nécessaire que nous intervenions. Je vois que quelque part là, on n'est plus, on n'est plus dans cette constellation, que par ailleurs les entreprises privées, elles, se fassent naturellement concurrence. Ça
Ça, c'est assez logique. Une société pétrolière chinoise, une société pétrolière française, une société pétrolière allemande ou américaine, elles vont se friter pour l'accès à tel ou tel gisement. C'est tout à fait dans l'ordre des choses, et ça ne disparaîtra pas ni en Afrique ni ailleurs, ni même en Europe. Et ce n'est pas parce qu'un pays soutient tel entrepreneur qu'il faut considérer qu'il est du devoir des autres pays européens de soutenir cet entrepreneur, ou à l'inverse, de ne pas le faire. Il faut apprécier chaque situation en fonction de ses mérites propres. Si vous parlez de l'énergie au Maroc, je ne suis pas sûr que les investisseurs dans Desertec soient particulièrement heureux d'avoir investi dans Desertec. Mais ça, ce n'est pas parce que c'était une entreprise autrichienne et allemande, c'était tout simplement parce que le business model n'était probablement pas parfait. Ce n'est pas des histoires franco-allemandes, ça. Ce n'est pas des histoires de France-Afrique. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Alors, une autre question. Monsieur Villepin, ancien sénateur, j'ai deux questions. La première sur la Syrie. Est-ce qu'on n'a pas eu tort de ne pas assez écouter Kofi Annan et Brahimi, qui reprend le même discours, pour tenter une conciliation entre les deux camps opposés? Et est-ce que finalement, à force de ne pas prendre de décision, on ne va pas vers une bombe à retardement qui touchera tout le Moyen-Orient? Deuxième question pour Valérie Niquet. Est-ce que le grand problème aujourd'hui de la Chine n'est pas l'économie, le ralentissement qui va révéler les difficultés intérieures de ce pays? Commençons par Valérie. Valérie, d'accord. La Chine d'abord. Oui, alors, Voilà. sur l'économie, effectivement, on a des chiffres qui sont sortis il y a quelques jours, hier je crois, de croissance au premier trimestre, qui sont plus bas que ceux du dernier trimestre. Et d'une manière générale, on a un ralentissement de l'économie chinoise, puisqu'on est sur des chiffres autour de 7, 9, 7, 8, ça varie un peu, parfois moins. Le pouvoir a fixé comme taux de croissance annuel ambitionné 8%. Mais en tout cas, on n'est plus dans ces taux de croissance à deux chiffres auxquels la Chine nous avait habitués jusque d'ailleurs en 2011. Et ça pose un problème effectivement pour le pouvoir chinois. Alors, il y a un habillage qui est assez positif, qui n'est pas uniquement un habillage, mais quand même très largement, qui est de dire que finalement, tout ceci est très maîtrisé et que c'est un signe de cet atterrissage en douceur auquel les autorités chinoises font régulièrement référence lorsqu'elles parlent il y a toujours en Chine les risques de surchauffe et la nécessité de maîtriser cette surchauffe économique. La difficulté, évidemment, c'est que les attentes de la population chinoise, dont je rappelle que le niveau de vie reste quand même extrêmement limité, même si la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, qui a la nécessité d'absorber ces vagues de migrants qui viennent de campagnes encore extrêmement pauvres vers des villes où d'ailleurs les inégalités vont plutôt en s'accroissant que le contraire. Et donc c'est un véritable défi de légitimité, effectivement, pour le pouvoir s'il n'arrive pas à assurer un niveau de développement suffisant, non seulement pour la génération d'aujourd'hui, mais pour les enfants de cette génération. D'ailleurs, ça me permet de revenir brièvement sur cette question des classes moyennes, dont on prévoit l'éclosion ou l'explosion, et notamment en Chine. Je pense qu'il faut faire très très attention à la projection de courbes. On peut s'interroger, je crois encore aujourd'hui pour la Chine, sur la pérennité de ce modèle de croissance. L'ancien Premier ministre lui-même disait qu'il n'était pas viable à long terme. On verra si l'équipe actuelle arrive à résoudre les problèmes considérables auxquels la Chine est confrontée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que la manière de ne pas prendre en compte ces problèmes tout en
résolvant d'une certaine manière les problèmes de légitimité du pouvoir, c'est justement de renforcer un discours extrêmement nationaliste ou de grande fierté nationale à l'extérieur qui masque en quelque sorte les tensions. J'ajouterais que le ralentissement de l'économie chinoise, s'il devait se poursuivre, serait évidemment un problème pour la Chine, mais surtout, et là c'est un véritable, là aussi, ça pourrait déboucher sur de véritables basculements d'enjeux stratégiques pour le reste du monde. Alors, l'Europe, les pays développés, c'est une chose. Je voyais hier que certains grands fabricants de produits de luxe français s'inquiétaient du ralentissement de leur chiffre d'affaires et que notamment les ventes de cuir et de montres en Chine avaient chuté pour une raison pour le moment assez conjoncturelle qui est la menace de campagne anticorruption où le cadeau traditionnel d'une très jolie montre ralentit beaucoup et ça peut reprendre. Alors évidemment, ça pose des questions quand même difficiles sur la moralisation de l'économie, puisque quand on a des pans entiers de l'économie, notamment du luxe, je pense aussi à certaines voitures qui reposent entièrement, et il faut le savoir, en Chine, c'est le cas sur la corruption, évidemment, tant que ça dure, ça peut s'effondrer et c'est assez fragile comme secteur, comme manière de se développer. Et puis l'autre zone où la chute de la croissance chinoise pourrait avoir des conséquences dramatiques en termes de déséquilibre, c'est évidemment les pays fortement exportateurs de matières premières. Je pense notamment, ou alors on parlait également du cours du pétrole, mais je pense plus aux matières premières, je pense à l'Afrique par exemple, ou à certains pays d'Amérique latine, qui aujourd'hui ont des taux de croissance qui sont assez remarquables. L'Afrique, globalement, c'est autour de 5-6%, mais c'est essentiellement tiré par les exportations de matières premières pour répondre à une demande croissante de la Chine et très régulièrement depuis plusieurs années. Si cela venait à sérieusement ralentir ou à s'effondrer, on a une surproduction dans beaucoup de secteurs aujourd'hui en Chine, on le sait, et bien évidemment, les conséquences seraient très grandes en termes de stabilité pour l'Afrique, encore une fois, et peut-être pour certains pays d'Amérique latine. Merci. Merci. Bon, alors là, on change complètement de décor. Syrie. Alors, Syrie. Syrie. Timing is everything. Le timing est essentiel. Lorsque la révolution a commencé en Syrie, donc il y a un peu plus de 2 ans, et la révolution n'était pas armée, ou si peu, la répression était féroce et armée, mais pas militaire, on était dans une logique de révolte et de répression, et non pas dans une logique de guerre civile. Bachar n'était pas intéressé par la négociation. Pourquoi l'aurait-il été, d'ailleurs? Et de son point de vue. Et les Russes ne l'y pressaient pas particulièrement non plus à ce moment-là. Donc si on s'en tient à l'année 2010, 2011, pardon, la première année de la révolte, c'est pas seulement l'opposition qui était peu structurée, par définition. L'opposition n'était pas un contre-pouvoir à ce moment-là. Ça avait quand même commencé avec des gamins qui ont manifesté dans la rue parce qu'il y avait un teenager qui s'était fait gauler parce qu'il avait fait un graffiti anti-Bachar et qu'il a été torturé par les... on n'était pas dans une logique, encore une fois, de guerre civile. Et pour ma part, je faisais partie de ceux qui considéraient que c'était justement dans ces circonstances-là qu'il fallait aider au maximum la révolte. Et ce n'est pas forcément ce que l'on a toujours fait. En 2011, au printemps 2012, on bascule dans la guerre civile. Le basculement, c'est le printemps 2012. Lorsque l'armée et les forces spéciales syriennes prennent le relais de la police syrienne dans la répression et où l'opposition elle-même se structure et s'arme. Et
peut-être eût-il été possible à ce moment-là d'envisager la convergence, la discussion. Mais Kofi avait essayé à Genève. Et si ça n'avait pas marché à Genève, ce n'était pas simplement parce que l'opposition était dans un état de très grande confusion. C'est aussi parce que Bachar ne voulait pas. Et maintenant, le temps a fait son œuvre, et il l'a fait de façon épouvantable. Il y a un an, lorsque les journalistes posaient la question « Qu'est-ce que vous pensez des livraisons d'armes à l'opposition syrienne ?» Moi, ma réaction était tant qu'on évite de livrer des systèmes antiaériens, on connaît la nocivité particulière, on a l'expérience afghane derrière nous aussi pour ça, et pourquoi pas, dès lors que l'on peut en contrôler la destination. À l'époque, c'était probablement faisable. Depuis lors, les Qataris, les Saoudiens, les Koweïtis se livrent à une espèce de surenchère quant à savoir qui donnera le plus d'armes au plus de gens possible et de préférence les plus méchants possibles, parce que les gens méchants utilisent volontiers les armes. Et sans aucun sectarisme, si j'ose dire. D'ailleurs, vous avez des ministres qataris qui vous disent, dans ce genre de réunion ici, qui vous disent publiquement, lorsque vous posez la question, mais ça ne vous gêne pas que ça puisse tomber entre les mains de groupes affiliés à Al-Qaïda, et la réponse c'est, on fera le tri après, dans le texte. Et lorsqu'on leur pose la question, mais ça ne vous gêne pas qu'il puisse y avoir aussi des systèmes antiaériens? La réponse de l'un d'entre eux, je vais la mimer. Mistral, Sam 7, Sam 16, Stinger, yes, all of this they need. Alors oui, on a armé, ils ont armé puissamment les barbus, y compris ceux de la pire espèce. Et je comprends tout à fait que le président de la République ait fini par faire marche arrière par rapport à ce qui était devenu une fausse bonne idée. Parce qu'effectivement, on n'a plus aucun contrôle sur qui va recevoir quoi. Le temps, le timing n'est plus ce qu'il était. Ce qui était, à mon avis, concevable et faisable il y a un an et qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, apparemment, il y a des gens qui voudraient le faire. Mais je considère qu'alors là, pour le coup, il ne faut vraiment pas le faire. Et quant aux conséquences, les pays du Golfe seront les premières victimes de cette politique quand il y aura le moindre pépin sérieux, probablement lié à une baisse temporaire des prix de l'énergie. Ces armes resserviront et serviront à d'autres. La Syrie est en train de devenir leur Afghanistan, si je puis dire, dans le plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire comme l'Afghanistan était devenu la base d'opération d'Al-Qaïda contre les États-Unis d'Amérique le 11 septembre 2001. C'est très pessimiste. Quelques petits compléments très très brièvement sur peut-être l'évolution du débat aux États-Unis, parce qu'il y a vraiment eu aussi une évolution de la position américaine qui est assez intéressante à étudier. Effectivement, dès le départ, en fait, souvenez-vous, c'était la formule très critiquée de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton qui avait parlé il y a 2 ans de Assad comme étant un réformateur et donc une possible conciliation avec l'opposition. Mais finalement, quand vous regardez les évolutions de ces 2 dernières années, c'est 2 camps où en fait il n'y a pas 2 camps, il y a des sous-camps et sous-sous-camps dans les deux camps globaux. Il n'y a jamais eu de volonté finalement de conciliation, donc on ne peut pas forcer entre guillemets les personnes à se réconcilier. Effectivement, le temps fait que les choses se radicalisent et se régionalisent. Les Américains en ont tout à fait conscience et suivent ça de très près. Ils ont essayé de passer également par le relais turc à un moment pour essayer de trouver une solution de conciliation qui n'a pas du tout fonctionné. Donc ça a été un essai de la part de Washington. Et puis je conclurai juste aussi sur ce dilemme
qu'on a rencontré en Libye entre la problématique en fait du regime change, donc un vrai changement de régime sans garder l'ancien dictateur dans la phase de transition, et la responsabilité de protéger les civils. En fait, c'est une fausse distinction, puisqu'on l'a très bien vu en Libye que la responsabilité de protéger les civils libyens, dans ce cas-là, dépendait de la destitution de Kadhafi du pouvoir, vu qu'il massacrait son propre peuple. Donc là, on est exactement dans la même problématique, où on a atteint un tel point de non-retour dans l'escalade de la violence et de l'oppression du peuple syrien, que cette conciliation-là est en fait inimaginable, en fait. J'ajouterais brièvement, non seulement je suis d'accord avec ce qu'Alexandra vient de dire, mais que Bachar lui-même n'est plus qu'un chef de bande. Non, mais il y avait un État, il y avait une administration. L'administration, dans une certaine mesure, continue même à fonctionner dans la mesure où la paye des fonctionnaires est assurée, et ainsi de suite. Mais Bachar n'est pas différent dans sa nature. Il n'est plus une organisation étatique, il est devenu une organisation non étatique. C'est ça que je veux dire. Et juste un mot très bref sur la Chine. Et moi, je ne sais évidemment pas prévoir, plus que quiconque, quels seront les taux de croissance chinois du futur. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Valérie. Il faut se méfier des extrapolations excessivement tardies. Mais si, pendant un instant, on disait, tiens, la croissance chinoise va s'arrêter complètement l'année prochaine. On arrive à 0% en 2014 et la Chine reste à 0%. Cette Chine ne cesserait pas d'être la deuxième économie du monde. Cette Chine continuerait à avoir un revenu moyen par habitant, selon qu'on calcule en taux de change ou en PPA, qui quelque part qui se promènerait aux alentours de 7 à 9 000 dollars, hein, grosso modo. Ce qui met la Chine, en termes de puissance, bien sûr, dans la cour des très grands en termes de masse de manœuvre. Le budget des dépenses militaires ne cesserait pas d'être 2 fois plus importante que celle de la Russie, 3 fois plus importante que celle de la France, et pour prendre des éléments de comparaison. Et en termes individuels, lorsqu'un pays est à 7, 8, 9 000 dollars par tête de pipe, il est entré dans la classe moyenne des nations, avec à la clé, bien sûr, une classe moyenne en interne importante. Ce n'est plus la Chine d'il y a 20 ans de ce point de vue-là. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et les dernières choses, parmi les éléments qui ont été cités, j'en ajouterai un, qui est bien sûr le choc démographique de la deuxième moitié des années 2020, avec la Chine qui va connaître le processus de vieillissement le plus brutal, le plus important que l'histoire ait jamais connu, à cause des conséquences de la politique de l'enfant unique, qui, dans l'introduction, avait été elle-même très soudaine. Cette soudaineté va se retrouver dans les statistiques de départ à la retraite dans la douzaine d'années qui vient. Ça pèsera évidemment très très lourd sur les perspectives de croissance économique et sur le modèle de société futur de la Chine. Bon, monsieur. Non. Bonjour. C'est en relation avec la question, je crois. Bon, merci. Bonjour. Si, non, bon. Ça a l'air c'est bon. Ok. Bonjour Étienne Marcus, simple jeune en recherche d'emploi. On a beaucoup parlé de deux puissances, donc la Chine et les États-Unis, ce qui est normal, c'est les 2 premières puissances mondiales, mais on n'a pas parlé de la Russie, qui garde un certain poids, on le voit avec la crise en Syrie, puisque c'est notamment un des acteurs majeurs. Et dans le bilan géostratégique, il semble que c'est abordé que Vladimir Poutine entend redonner un rôle puissant à la Russie dans le domaine donc, des affaires internationales. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez justement de ce possible retour de la Russie dans les affaires mondiales. Et aussi, vis-à-vis du pivot américain vers l'Asie, s'il n'y aurait pas une tentation de la Russie de prendre la place justement des Américains en Europe
Donc voilà, pour combler le manque, puisque la nature a horreur du vide. Donc, voilà. Ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que les Polonais soient d'accord. Hein. Ça, j'allais dire, c'est la partie courte de la réponse. Non, d'abord, la Russie, c'est quoi? C'est 140 millions d'habitants, c'est-à-dire 15 millions de plus que le Japon. Du point de vue démographique, ce n'est pas un poids lourd. Hein. C'est 2 fois la population française, à peu près. Et c'est une économie qui reste pétro-gazière, entièrement dépendante de la rente, totalement dépendante de la rente, qui n'a absolument pas su se diversifier, qui n'a pas su entrer dans la modernisation. Et avec évidemment tous les problèmes de dépendance que cela pose par rapport aux pays clients, principalement européens, et par rapport à l'état du marché. L'état du marché du gaz, pour partie à cause de la révolution américaine dans le domaine de l'énergie, le gaz russe, j'allais dire heureusement pour la Russie, qui a des contrats à long terme et qui ont été négociés à l'âge d'or, pour la Russie s'entend, avec l'Allemagne, la France, l'Italie. Mais ces contrats à long terme vont s'éteindre progressivement et la vérité des prix spot va de plus en plus s'imposer. Le prix du gaz, il est au plancher. Hein. Et il va très vraisemblablement y rester si d'autres pays que les États-Unis vont se mettre à l'exploitation du gaz de schiste ou d'autres gaz non conventionnels. Autrement dit, la Russie est une grande puissance moyenne, grande territorialement, grande en ce qui concerne ses capacités nucléaires stratégiques, mais c'est essentiellement une puissance moyenne. Qu'est-ce que la Russie peut ambitionner? Bon, je ne suis pas sûr qu'elle voit un intérêt à aller chatouiller l'Union européenne / Alliance Atlantique. On voit même plutôt des signes en sens inverse. La négociation de l'accord territorial avec la Norvège, par exemple dans la mer de Barents, qui avait empoisonné les relations pendant des dizaines d'années, ça a été réglé. Et il est vrai que même dans l'état des déliquescences qui est celui des budgets de défense de la plupart des États européens, l'Union européenne dépense quand même 3 fois plus pour sa défense que la Russie. Quant à l'OTAN, n'en parlons pas. Autrement dit, ce n'est pas très appétissant. Mais ce que la Russie peut fort bien viser, et je crois qu'elle le vise, avec prudence, circonspection, qui est assez classique d'ailleurs dans la conduite de la politique étrangère et de sécurité de la Russie au fil des siècles, c'est le rétablissement des positions russes dans l'ancien Empire ottoman. Je me réfère délibérément à l'ancien Empire ottoman parce que la vision que nous avons en Occident du Moyen-Orient, qui est une vision qui est héritée de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas celle qu'on avait avant. La question d'Orient avant la guerre de 14, c'était l'avenir de l'Empire ottoman, de Belgrade jusqu'à Alep, pour faire très court. La Russie, se comporte, encore une fois avec prudence, avec modération, comme si elle voulait quelque part rétablir ses positions, j'allais dire de l'époque de la guerre de Crimée, d'avant 1914. L'arc balkanique, la Grèce, Chypre, Israël. Regardez les images de la visite d'État de Poutine en Israël l'année dernière. Impressionnant. Et la façon dont il fut reçu. 1 million de Russes quand même en Israël. Et la Syrie. La Syrie s'analyse aussi à travers ce prisme-là. Et on n'est pas dans le conflit israélo-arabe à l'ancienne. On est beaucoup plus dans l'arc d'influence du monde orthodoxe, du monde slave, que dans le Moyen-Orient du XXe siècle. On est davantage dans le Levant, dans la Méditerranée orientale et les Balkans du XIXe. Alors ça, et là aussi, ça ne simplifie évidemment pas les choses en termes de politique de sécurité et les cas échéants de défense pour des pays comme la France. C'est pour ça que quand nos amis polonais ou autres nous invitent à regarder davantage vers l'Est que vers le Sud, ils n'ont peut-être pas tort. Mais je leur dirais, mais en fait, on a tous intérêt à regarder vers le sud-est.